Si j'ai vécu temporairement dans plusieurs arrondissements parisiens, entre 10 et 12 jours par mois, d'une certaine façon, je n'ai jamais vécu de rentrée scolaire dans la capitale, mes enfants ayant été scolarisés à Lyon. Il n'empêche, en fonction des lieux où je logeais, d'une rentrée scolaire à l'autre, je me surprenais à constater que la fièvre du retour en classe des enfants y refluait séquentiellement. Les chiffres des derniers recensements parlent ainsi d'eux-mêmes. À Paris, la proportion des enfants de 3 à 17 ans représente environ 13% de la population totale. Un taux qu'il faut mettre en rapport avec celui noté à l'échelle de la région Île-de-France, où la part des enfants constitue 21% du total des habitants. Et quand on aura mentionné que Paris occupe la dernière place sur cette tranche d'âge à l'échelle du pays, on aura compris la raison pour laquelle chaque rentrée scolaire se concentre d'abord dans ses arrondissements les plus peuplés. Les 15e, 18e, 19e et 20e. Puis viennent plus loin le 17e, le 16e et le 8e. La preuve que la bourgeoisie locale continue de se reproduire dans la capitale. Elle dispose, il est vrai, du confort matériel nécessaire pour pratiquer la régénération de sa classe. Quelle leçon tirer de ce constat ? D'abord, une règle absolue. Dans les villes-mondes, ce titre que Paris dispute à Londres, pour y avoir des enfants, il faut pouvoir être à l'abri des contraintes d'espace. Un jeune couple qui vit dans un studio, même de grande dimension, en clair, pas dans une studette, ne supportera pas longtemps la promiscuité avec un nouveau-né dont le rythme de vie, particulièrement au cours des premiers mois, ne s'accommode évidemment pas avec celui de ses parents. On ne s'habitue pas sans peine à ces réveils nocturnes, parce qu'il a faim, parce que le bruit des voisins a brusquement écourté son sommeil, parce qu'une douleur a troublé sa nuit. Ces jeunes couples ne sont pas en quête d'un confort bourgeois, rêvant de grands espaces dans un appartement aux multiples pièces. Tous, ou presque, ne s'imaginent pas qu'une vie prospère conditionnerait une vie de parents heureux. Ils n'ont pas cette mollesse d'esprit. Seulement, ils savent que l'espace procure une tranquillité d'esprit. On peut se soucier du bonheur de son couple et de son existence nouvelle de parents. Il n'empêche, quand on peut cultiver à certains moments de la journée ce sentiment de bien-être qu'inspire la possibilité de s'isoler pour se retrouver soi-même ou pour faire corps avec son intimité amoureuse, la vie devient alors plus douce. Deuxième leçon. Les couples qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour se régaler d'être papa ou maman à Paris, ou qui ne peuvent pas attendre ce moment joyeux qu'ils naissent quand les circonstances sont plus confortables, sous la forme par exemple d'une fortune inattendue, cet héritage sur lequel on sera prêt à bondir pour l'engager dans l'achat d'un appartement, ceux-là sont condamnés à larguer leurs amarres loin de Paris. Il y a peu, cette lucidité de l'exil nécessaire les poussait, faute de capacité financière, à loger dans la première couronne parisienne. Je pense à ces communes proches de Paris qui abritent ces stations de métro en bout de ligne, ces villes du nord de Paris que sont Montreuil, Bagnolet, Saint-Denis ou Saint-Ouen étaient encore bon marché. Ces exilés ressentaient donc au fond d'eux-mêmes cet éloignement de la capitale comme plus supportable. Mais depuis, cette ressource s'est tarie. Les secteurs autrefois populaires et industriels de ces communes ont muté en adresses fertiles d'une gentrification lucrative pour le marché de l'immobilier. En conséquence, les classes moyennes ou ouvrières résident au mieux dans les départements les moins urbanisés de l'Île-de-France, en Essonne ou en Seine-et-Marne par exemple, au pire, pour leur trajectoire résidentielle, dans les villes moyennes des régions limitrophes au territoire francilien. Montargis, Chartres, Vernon ou Orléans ont ainsi attiré nombre de ces résignés. Ce qui fait le quotidien de ces navetteurs qui continuent de travailler à Paris ou dans sa proche couronne, c'est cette usure qui coupe leur élan quand ils vont trimer. Les retards, voire les annulations de train, entament redoutablement leur endurance. C'est aussi cette lassitude qui les gagne quand ils sont de retour dans leur foyer. Car les espoirs d'amélioration de leur quotidien se fracassent sur cette réalité mortelle. Les promesses d'un retour prochain à leur vie d'avant, revivre à Paris,
ne raniment même plus leur imagination. Puis, l'usure et la lassitude cèdent la place à l'abattement et à la frustration. Ces ferments qui engendrent d'une certaine manière la souffrance dans le travail, des phases d'exaspération dans leurs relations aux autres et cette colère contre son environnement social. Nombre d'entre eux s'abandonnent les jours d'élection au vote pour les listes d'extrême droite pour faire payer aux partis dits démocratiques leur existence échouée. Car à leurs yeux, les vrais coupables de leur existence aux allures de naufrage, ce sont eux, les politiques, qui n'ont pas pris la mesure de ce que signifie une vie qui débute dans l'optimisme et le désir et qui se termine dans les affres du sacrifice et du renoncement. L'enseignement majeur qu'il faut tirer de ce mauvais conte est celui-ci. Paris ne se préoccupant plus de la place qui est faite aux enfants dans ses politiques urbaines, la chaîne de maltraitance née de cet urbanisme qui valorise une classe sociale, les possédants, et qui élimine le reste, les moins bien nantis, révèle de façon limpide la nature dévastatrice de ses effets sur les trajectoires sociales de milliers d'individus. La raréfaction des enfants dans ces rues en est le signifiant sinistre. Je suis toujours étonné quand j'en croise. C'est même devenu une chose étrange que de surprendre un groupe de gamins tapés dans un ballon sur un bout de trottoir, jouer ou tromper le temps déambulant dans l'espace public. Mais pour cela, il faudrait que la rue soit aussi à eux. Leur aire de jeu se résume désormais à leur cour d'école, leur cour d'immeuble, quand il y en a une, et à ces squares bien ordonnés dont on voudrait leur faire admettre qu'ils sont des terrains de jeu. C'est oublier l'enfant que nous fûmes. Dans cette ville où le prince est la finance, ce qui compte, c'est de faire de ses enfants les futurs consommateurs. Paris ne manque pas du reste de boutiques pour les kids. Comme le marketing les désigne, ces temples consuméristes où ils se serrent les uns contre les autres pour apprendre à s'accomplir en futurs clients de la ville marchande. C'est enfin la dernière leçon de cette histoire, vraiment pas drôle du tout. Rien n'est jamais sans conséquence dans cet urbanisme de la loi du marché. La faible place qui est faite aux petites têtes brunes, blondes, basanées, noires, etc., traduit sans conteste la logique de tous les renoncements politiques à faire de Paris une ville publique, c'est-à-dire ouverte à tous, à ses précaires, à ses modestes, à ses enfants. Car remettre Paris à hauteur d'enfant, ce serait y remettre du temps gratuit, du temps pour rire ou pour pleurer, du temps qu'on ne redoute pas, du temps pour observer, pour errer sans but, parce qu'au bout du compte, ce temps n'est jamais perdu. Or, la philosophie de la ville-monde ne prête pas à rire. Nourrie selon cette règle implacable que rien n'est gratuit en ce bas monde, où sa variante « tôt ou tard, tout s'expie, tout se paye », elle parie sur le mouvement utile, sur les herbes aux traits droits, sur des têtes sans scrupules ni embarras. Les enfants de son univers sont invisibles, tout comme leurs géniteurs du reste. Leur besoin, c'est l'avoir, pas l'être. Dans cet urbanisme sans conscience, les enfants ont appris que leur imaginaire doit rester à sa place. C'est la raison pour laquelle leur rêve d'émancipation et d'action, leur rêve de jouer avec leurs limites, pour apprendre à grandir, se limite à leur champ de vision. Le plus triste, c'est que ce sous-soleil capitaliste, même leur futur ne leur appartient pas. Il a été mis en gage comme une assurance vie sur leur existence. Dans cet univers infernal pour les enfants, Paris n'est plus une fête. Consternant, non ?